L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 22, Hubert Ripoll, chercheur, professeur et psychologue du sport. J'accueille avec grand plaisir dans ce nouvel épisode un acteur illustre du sport en France. Il est professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, psychologue du sport, coach sportif, auteur de nombreux ouvrages sur le sport mais aussi sur la thématique de la mémoire. Il a été président de la Société française de psychologie du sport. Il a créé à l'INSEP, nous y reviendrons plus en détail, le premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport. Il s'agit de monsieur Hubert Ripoll, à qui j'adresse le bonjour et la bienvenue. Bonjour. Nous avons un certain nombre de sujets à aborder, mais tout d'abord, j'aimerais vous demander de me proposer un petit résumé biographique. Vous êtes né, me semble-t-il, en Algérie. Alors, quel type d'enfance et d'adolescence avez-vous eu ? Et surtout, comment la rencontre avec le sport s'est-elle opérée ? Est-ce que le sport a toujours été pour vous une passion ? Écoutez, oui, c'est vrai que je nais en Algérie, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ma vocation, parce que je pense qu'on peut parler d'une vocation. Le sport, comme beaucoup d'enfants, je pense à 5-6 ans, et ça n'a jamais arrêté depuis. À 10 ans, on me demande ce que je veux faire. Je dis, comme vous, monsieur, parce que c'était mon prof d'éducation physique, puisque je n'osais même pas dire que j'étais pas très bon élève. Voilà, donc comme vous, monsieur, donc 10 ans, et donc là derrière, les choses s'enchaînent normalement. Professeur d'éducation physique, entré dans le temple du sport, qui est l'INSEP, et une vie où je m'épanouis dans le domaine sportif, en tant qu'entraîneur, en tant que chercheur, en tant que coach, en tant qu'un usager permanent du sport et au service du sport. Alors, vous avez suivi un cursus universitaire tout en exerçant une activité de professeur d'EPS. Là, on parle des années 70. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces années et de ce que vous avez étudié ? J'ai la chance d'être élève-professeur à l'INSEP parce que j'ai une très bonne formation pour l'époque. Et donc, l'INSEP se trouve à l'INS, dans les mêmes locaux, on va dire, parallèlement, hein, on est tous avenue du Tremblay. Je passe l'essentiel de mon temps à regarder les entraîneurs, à les regarder faire, à aller assister à des entraînements, quelquefois participer à quelques entraînements de basket avec les athlètes. Voilà, donc j'ai un pied à l'INSEP, et un pied à l'INS, ou un pied et demi à l'INS. Et voilà, donc ça c'est ma formation. Très rapidement, j'aspire à, on va dire, à faire avancer les choses. Ça peut paraître prétentieux, mais quand même, c'est quand même comme ça que je le vois. Alors avancer les choses, comment on peut faire avancer les choses ? C'était sur le terrain, donc je suis entraîneur, et puis je retourne aux études, et là je me tourne vers la psychologie, ex-psychologie cognitive, ça n'existe pas encore, la psychologie cognitive à l'époque, ou très peu. J'arrive malgré tout à faire une recherche sur le basketball, sur des problèmes de mémoire et de perception en basket, tout en étant à l'université, ce qui est pas évident. De là, j'entre en neuropsychologie, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même le système nerveux et les rapports qu'il y a entre système nerveux et comportement. J'arrive à faire une thèse en neuropsychologie qui a quand même un rapport avec le sport. C'est encore très compliqué, mais malgré tout, j'y arrive.
Et puis, là derrière, je me spécialise en neurosciences et je passe un doctorat d'État. Et là, enfin, mon doctorat d'État en neurosciences porte sur l'activité sportive. Enfin, j'ai réussi à faire valoir mes intérêts. Bon, il faut dire que quand j'ai commencé, il était impensable d'associer le sport à une quelconque activité de recherche. Bon, c'était pas évident. Bon, en une quinzaine d'années, les choses avaient évolué et puis j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance de faire évoluer le système de l'intérieur. Justement, est-ce que c'est en conjuguant ces deux domaines, à savoir le sport et la psychologie, que vous est venue l'idée en fait du laboratoire de neurobiologie des comportements moteurs? Et plus généralement, alors vous avez déjà un peu répondu à la question, mais je vous pose la question quand même, est-ce que la psychologie appliquée au domaine du sport était une idée nouvelle à l'époque? Alors oui, c'était absolument nouveau. La seule relation que le domaine sportif avait avec une forme de recherche, c'était par le biais de polycopiés qui étaient traduits par l'INSEP. C'était les documents qui étaient de couleur jaune. Et en fait, à l'époque, évidemment, les athlètes de l'Est trustaient tous les titres. Pour des raisons qui n'étaient pas que sportives, évidemment, et de formation, mais on avait la faiblesse de le croire, nous. Et donc, j'ai découvert les réflexions que l'on peut qualifier étant dans le domaine de la méthodologie du sport. Et j'ai découvert ça lorsque j'étais étudiant. Et donc, je passais mon temps à lire ces documents qui faisaient évidemment ce que l'on appelait à l'époque la transposition théorie-pratique. Voilà. Donc, et puis, lorsque j'ai été professeur d'éducation physique, c'était évident que je devais me spécialiser dans un domaine pour pouvoir approfondir les choses. Je savais très bien que c'était pas en restant dans mon domaine que je pouvais les approfondir puisqu'il n'existait rien. Et donc, il fallait aller chercher ailleurs des outils de réflexion pour les importer dans le domaine du sport. Et c'est la raison pour laquelle le jour où j'ai pris mon poste de professeur d'éducation physique, à La Varenne, tout près de l'INSEP. J'avais demandé La Varenne déjà pour être près de l'INSEP, vous voyez, alors que j'étais censé en être parti. Et donc le matin, je fais ma rentrée et l'après-midi, je vais à l'université et je m'inscris le même jour. Je fais ma rentrée de professeur d'éducation physique et le même jour, je m'inscris dans un cursus en psychologie et je démarre mon cursus de psychologie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'équivalence. On reprenait tout à zéro et puis on montait cela échelle après échelle ou marche après marche. Alors, je reviens sur le laboratoire là, de neurobiologie des comportements moteurs. Est-ce que pour le créer, vous vous êtes heurté à des difficultés? Est-ce qu'il y a eu par exemple des réticences dans le milieu à l'époque? Alors oui, des difficultés tout à fait énormes, énormes, parce que le mouvement sportif n'était pas du tout prêt à ce qu'il y ait de la recherche. Alors donc, à l'époque, j'ai fait le diplôme de l'ENSEP, après avoir été élève à l'ENSEP. Donc j'ai fait ce diplôme de l'INSEP et je suis recruté dans la foulée. Donc, je suis recruté en 76, dans la foulée. Et comme moi, il y a des transfuges de l'ancienne école normale supérieure qui ont des formations universitaires, qui veulent faire de la recherche, qui se retrouvent du fait de la fusion à ce que l'on appelle, à l'époque, c'était l'INSEP, qui est toujours l'INSEP d'ailleurs. L'acronyme change un peu, mais c'est pas trop important. Et là, l'administration, il faut bien faire quelque chose de ces énergumènes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? On les laisse ronger leur os. On ne les décourage pas, mais on les encourage pas. Et c'est dans ce climat-là que, écoutez, c'est très simple. Le laboratoire, il démarre dans des WC. Et les cuvettes de WC
les urinoirs servent à faire reposer les premiers montages sur lesquels on va travailler. Ça veut dire que les premiers athlètes que l'on va étudier viennent dans les toilettes, ils s'assoient devant la cuvette, devant l'urinoir, sur lesquels il y a un panneau de contreplaqué avec des petites loupiottes qui s'allument, et ça se passe là-dedans. Jusqu'au jour où le directeur de l'INSEP, alors parce qu'il faut dire aussi que la recherche, évidemment, n'était pas en odeur de sainteté, mais comme partout à l'étranger, il y avait de la recherche. Quand les personnalités extérieures venaient, il fallait bien leur montrer un peu de recherche. Et un jour, je me rappelle que le directeur a piqué un phare parce qu'il s'est retrouvé dans les urinoirs. Et il s'est rendu compte des conditions dans lesquelles il travaillait. Il en a pris pour son grade, parce que ça devait être assez lamentable de voir ça. Et on nous a proposé la salle qui était à côté et que l'on a aménagée, qui est devenue le laboratoire. Bon, voilà. Donc, inutile de vous dire qu'il fallait vraiment y croire pour pouvoir faire quelque chose. Donc, vous êtes à l'INSEP, vous avez créé, je l'ai dit un peu plus tôt, le laboratoire de psychologie cognitive appliquée au sport. Vous avez fait partie du conseil d'administration de l'INSEP entre 1988 et 1991. Comment, en fait, le laboratoire a-t-il évolué ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été à l'époque un pionnier de domaines qui semblent évidents aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas toujours été, comme la psychologie du sport, la préparation mentale, ou même l'aide à la santé mentale des athlètes ? Il y a deux choses. Le conseil d'administration. Alors pourquoi le conseil d'administration ? Parce que je fais partie de ceux, comme tous mes collègues d'ailleurs. Tous mes collègues, tous ceux qui se trouvaient dans ce qui était le département, la mission recherche. Il n'y avait pas de département, c'était une mission avec un chef de mission. Tous ceux qui étaient là comme moi étions persuadés qu'il fallait faire évoluer les statuts de l'INSEP pour que l'INSEP devienne un grand établissement, de manière à ce qu'il reconnaisse la présence de chercheurs, répertoriés en tant que chercheurs, et non pas de professeurs d'éducation physique. Alors donc, moi, j'avais compris que c'était de l'intérieur qu'il fallait faire changer les choses, et rentrer au conseil d'administration. Donc je suis rentré au conseil d'administration, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, en 91, j'ai compris, à la suite d'une discussion que j'ai eue à l'époque avec le directeur de l'INSEP, j'ai compris que ce ne serait pas possible avant de très nombreuses années. Et j'ai donc quitté l'INSEP, sachant que l'Institut ne pouvait pas me proposer ce que j'étais en droit d'aspirer. Et donc j'ai quitté l'INSEP pour ça, de la même façon que quasiment tous mes collègues. Alors le labo, oui, incontestablement, j'ai eu le sentiment, c'était plus qu'un sentiment, c'était quand même une réalité. J'ai eu le sentiment de tirer quelque chose, de faire avancer les choses, parce que l'INSEP à la fois mettait des obstacles, pas de la mauvaise volonté, mais plutôt ne rien faire. Mais d'un autre côté, l'INSEP est une vitrine extraordinaire et nous avions des moyens qui étaient importants, puisque ce qui a beaucoup fait avancer les choses, c'est que nous avons j'ai organisé avec Guy Azémar 2 cycles de conférences pendant 1 année à chaque fois, où il y avait à chaque fois 150 à 200 personnes, c'était archi plein, sur les thèmes qui allaient devenir, et qui sont devenus, les thèmes on va dire des neurosciences cognitives appliquées au sport, ou de la psychologie cognitive appliquée au sport. Ça a donné lieu à 2 ouvrages, l'un qui s'appelait Neurosciences du sport, dont le premier qui s'appelait, je crois, Neurobiologie des comportements moteurs, et le deuxième, Neurosciences du sport. Et vraiment, c'est ce qui a été novateur et
et ce qui a engagé le processus. Pour revenir à votre présence au conseil d'administration, vous avez soutenu les démarches de son directeur de l'époque, Claude Bouquin, Oui. qui souhaitait faire changer l'Institut de statut. C'est pour les raisons que vous avez expliquées un peu plus tôt, pour que l'Institut devienne un grand établissement, en fait. Oui, tout à fait. Donc, ce qui s'est fait en 2009, donc bien plus tard, effectivement. Oui, mais bon, bien plus tard. Écoutez, l'INSEP a évolué dans le bon sens. Ça n'a pas été facile parce que la culture française n'était pas tournée vers la recherche. Hein. Donc l'INSEP est resté longtemps un campus strictement sportif et la partie recherche a été quand même le parent extrêmement pauvre de l'Institut. Au départ, c'est bien entendu la recherche médicale qui, elle, était séparée puisqu'elle était dans le bloc médical qui était reconnue. Puis ça a été la physiologie, puis la biomécanique, la psychologie cognitive. Bien, c'était une des rares sciences molles, entre guillemets, qui avait le droit de citer. Quant à la psychologie, c'est-à-dire ce que l'on appelle maintenant la psychologie du sport, c'est-à-dire tout ce qui concerne le psychisme de l'athlète, ce qui est en relation avec ce que l'on qualifie de mental, bon, tout ça, à l'époque, il fallait pas en parler. Et là, il y a eu une grosse évolution, et l'évolution, elle n'est pas venue du haut, c'est-à-dire de l'institution. L'évolution est venue des sportifs eux-mêmes. Ce sont les sportifs eux-mêmes qui ont imposé au mouvement sportif d'aller regarder du côté de la psychologie. Et le mouvement sportif a bien été obligé d'admettre que le psychisme avait quelque chose à voir avec la performance, et maintenant on est sur une trajectoire qui est très très claire. J'entendais encore ce matin Charles Dalin vient de terminer aujourd'hui là le Vendée Globe. Qui est-ce qui est passé à la radio assez longuement? C'est son coach mental. Bon, ça c'était impensable. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, les sportifs qui avaient un coach mental étaient obligés de se cacher. Maintenant, 20 ans après, ceux qui n'en ont pas auraient tendance à se cacher parce que, précisément, ils seraient gênés de ne pas faire comme tout le monde. Justement, et pourquoi se cacher, en fait? Il y avait une sorte de tabou autour de tout ce qui était du domaine mental? Bien sûr, il y avait un tabou. Le tabou, il existait en France plus qu'à l'étranger d'ailleurs. Et le tabou, pourquoi? Parce que le mouvement sportif est issu non pas du sport. Le mouvement sportif est issu de l'armée. Les fondements du sport en France, c'est l'armée. Et être fort pour être utile, hein, être robuste pour pouvoir faire la guerre. Et pour faire la guerre, on n'a pas besoin de mauviettes. Il faut avoir des gars qui en ont. Et on en a où? Dans les bras, on a de la bravoure, mais tout ce qui est psy, c'est pour les mauviettes. Et donc, il y avait ce fondement culturel. Et donc, tout ce qui sentait le psy, il fallait s'en cacher. Moi, j'ai connu des champions du monde et champions olympiques, qui avaient des entretiens avec des psychologues du sport à l'insu de leur entraîneur. Parce qu'ils ne pouvaient pas en parler. Bon, voilà. Et puis, après, c'est devenu, maintenant, c'est tout à fait normal. Mais la France a pris un retard considérable. Et vous pensez que ce retard est toujours là aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Plus maintenant. Vous l'avez dit, vous avez quitté l'INSEP
Ensuite, vous avez continué votre carrière en organisant la filière STAPS à l'université de Poitiers, hein. Oui. Puis vous avez rejoint celle de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez parler de ces années post-INSEP et de ce que vous avez accompli à ce moment-là? Professionnellement, bon, j'ai été à Poitiers parce qu'un jour, un directeur m'a appelé en me disant, écoute, on aurait besoin de toi. Oui, oui. En gros, c'est ce qu'on m'a dit, on aurait besoin de toi. On a des difficultés à monter la filière. Il y a des problèmes à l'interne qu'on ne peut pas résoudre. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis parti à Poitiers. Et puis, 6 ans après, le labo était créé. L'équipe tournait, elle continue, hein, elle a continué et elle continue à tourner, très bien d'ailleurs. Et de la même façon, on m'a dit, on aura besoin dans 2 ans d'un doyen qui dirige la faculté des sciences du sport à Marseille. On aurait besoin de toi, est-ce que tu viens? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été à Marseille. Bon, ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'ai été à des endroits pour construire quelque chose ou participer à une construction. Parlons maintenant des différentes activités que vous avez pu avoir au fil du temps, sans forcément de chronologie. Il y en a beaucoup, hein. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur certaines d'entre elles. Ce sera l'occasion de resituer un petit peu aussi dans quel espace-temps vous les avez menés, et puis aussi de donner quelques clés essentielles sur votre travail, sur la psychologie du sport notamment. Alors, je voudrais qu'on commence par l'entraîneur. Vous avez été entraîneur de basketball. Est-ce que la dimension mentale de ce sport est particulièrement intéressante, que ce soit pour les sportifs ou l'entourage, ou même l'entraîneur? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez été entraîneur dans ce sport, ou est-ce que c'est, comme parfois ça arrive, un peu par hasard? Non, je m'y suis mis très tard au basket. Je m'y suis mis quand je suis arrivé à l'INSEP. Bon, tout simplement parce que il y avait un excellent professeur, et précisément ce prof qui était Robert Méran, qui était un chercheur à sa façon à l'époque, hein, donc c'était un chercheur. C'était quelqu'un qui théorisait sa pratique, et bon, c'est ce qui m'a plu là-dedans, c'est que le sport soit pas seulement du gigotage, mais que l'activité sportive ait quelque chose à voir avec le psychisme, parce que il me semblait que ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement parce que c'est cet enseignant qui m'avait appris que ça ne pouvait pas être autrement. J'ai rien inventé. Je me suis contenté de mettre mes pas dans les siens. Bon, donc tout naturellement, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit en psycho et puis plus tard en neurosciences. Voilà. Donc, mais j'ai eu du goût à jouer et j'ai eu du goût à enseigner. Et j'ai donc entraîné jusqu'en 91, année où je suis parti à Poitiers, puisque j'entraînais en région parisienne et que ce n'était plus possible et que je passais à autre chose. Donc ça a été vraiment ça n'a pas été du raccro, non. Ce sport m'a permis de mettre en relation les 2 choses qui m'intéressaient, c'était la motricité humaine et le psychisme et la psychologie humaine. Alors, une autre de vos valences, c'est d'être auteur, hein. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Alors là, je vais en citer 4. Le mental des champions, donc 2008. Le mental des coachs en 2012. La résilience par le sport en 2016. Les champions et leurs émotions en 2020. Et il y a aussi comment le sport peut inspirer l'entreprise, donc en 2023. Alors, c'est intéressant, hein. Il y a un fil rouge, hein, entre les thématiques abordées dans chacun de ces ouvrages. Donc, ma question est double. Est-ce que la transmission du savoir est quelque chose d'important pour vous? Et plus spécifiquement, quel est donc ce fil rouge dont je faisais mention? Et d'une manière générale, comment vous résumeriez votre pensée en matière de psychologie du sport? Alors la communication, je vous ai dit qu'à l'âge de 10 ans, lorsque je dis à quelqu'un qui est professeur d'éducation physique, « Monsieur, je voudrais faire comme vous ». Autrement dit, il y avait un processus de transmission. J'ai pas dit ça à n'importe qui. Ensuite, je vous ai parlé de cet enseignant que j'ai eu à l'INSEP, Robert Méran. C'est quand même lui qui m'a mis le pied à l'étrier.
Et c'est évident que je peux dire que ma vie intellectuelle dans le domaine du sport a reposé exclusivement sur le besoin de comprendre, le besoin de trouver et le besoin de transmettre. La transmission a de tout temps été fondamentale. Je n'ai cessé de... Oui, non, ça a été encore maintenant. C'est voilà, transmettre quelque chose. C'est vraiment ce qui m'a guidé. Alors transmettre quoi? L'état des connaissances, évidemment, en partie celle que j'ai contribué à créer d'une certaine manière. Mes ouvrages s'articulent sur mes travaux. Comme le souci de transmission est premier, j'ai eu le besoin de dépasser le côté strictement scientifique de mes travaux, c'est-à-dire ce que j'ai communiqué par le biais d'articles ou d'ouvrages, mais qui s'adressaient à mes pairs scientifiques. Mais donc là, j'ai voulu utiliser ces connaissances pour les transmettre au milieu sportif, c'est-à-dire aux entraîneurs et à leurs athlètes. D'où on trouvera toujours dans mes livres une association entre des contenus scientifiques et des expériences d'athlètes, et je passe mon temps et mes réflexions à faire ce va-et-vient de mettre en regard les résultats expérimentaux, ce que l'on sait du fonctionnement et ce qu'ont vécu les athlètes. Donc ça c'est le fil directeur de mes travaux. Après, je commence par mes travaux directs qui portent sur le mental des champions, puisque je travaillais là-dessus. Puis comme je suis entraîneur, évidemment c'est le mental des coachs. Et puis là derrière, les personnes en situation de handicap m'interpellent, parce que je suis quand même fasciné par ce qu'ils sont capables de faire. Et je me dis que si je veux comprendre le mental, c'est en allant voir comment il fonctionne que je vais aller à l'essentiel, parce que il faut qu'ils en aient pour faire ce qu'ils font, et d'où mon livre sur la résilience par le sport. Et puis enfin, comme depuis une vingtaine d'années, j'ai été coach mental, c'était l'aboutissement de mes travaux pratiques en quelque sorte, d'où le mental les émotions des champions. Après, pourquoi le livre sur les relations entre sport et entreprise? Bon, parce qu'il m'est arrivé d'intervenir en entreprise et que j'ai travaillé avec une collègue qui était professeur à l'université d'Aix-Marseille. On faisait des enseignements ensemble et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va essayer de mettre ensemble tout ce que l'on sait, toi dans le domaine de l'entreprise, moi dans le domaine du sport, et on va voir les relations qu'il y a et on va en faire un bouquin. Voilà. Donc, le fil, il est très très clair. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont la psychologie du sport s'est imposée au fil du temps comme une évidence dans le sport de haut niveau. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la situation ou est-ce que c'est pas encore assez à votre goût? Est-ce que, selon vous, il reste encore un champ d'amélioration possible de l'aide à la performance grâce à l'exploitation des connaissances actuelles ou à venir sur la dimension mentale? Est-ce qui permettrait à l'athlète de se dépasser encore plus? Ouais, ce qui me paraît évident, c'est que les progrès à faire, ils sont à chercher de ce côté-là. Alors là, ça me paraît évident. Je ne dis pas qu'on a tout trouvé sur les processus, sur tout ce qui est du domaine biologique. Je dis pas qu'on n'a pas tout trouvé, mais bon, on a fait l'essentiel et on ne modifiera pas la machine sauf par des moyens illicites. Hein. En termes mécaniques,
Bien sûr qu'il y a des progrès. On peut changer les perches, on peut améliorer le matériel. Oui, mais ça, tout le monde aura le même matériel. À 3 mois près, maintenant, les équipes ont quasiment le même matériel. Par contre, le grand challenge, c'est le domaine mental, parce que on est à peine en train d'apercevoir ce que le mental est capable de faire. Je ne dis pas ça parce que c'est mon domaine, mais c'est ce que je crois intimement. C'est là où les gros progrès vont être faits dans les années qui vont venir. Alors, vous êtes également un spécialiste de la mémoire, hein. J'aimerais qu'on en dise un mot également. Pourquoi cette fascination sur ce sujet? Qu'entend-on par la mémoire? Peut-être qu'on pourrait définir le terme. Pourquoi, selon vous, la mémoire est-elle digne d'intérêt? Et comment le sport et la mémoire peuvent coïncider, en fait, par exemple, pour une aide à la performance, tout comme la psychologie du sport, qui semblait pourtant être deux disciplines sans rapport à une époque. Alors, si j'étais spécialiste de quelque chose, j'étais un spécialiste de ce que l'on appelle le traitement de l'information. À savoir pour quelle raison un individu traite l'information plus rapidement qu'un autre et qui répond plus rapidement qu'un autre et plus précisément qu'un autre. Bon, voilà. Donc, pourquoi, en gros, il est capable de traiter une meilleure information qu'un autre. Bon, et dans les processus de traitement de l'information, il y a énormément de facteurs, dont la mémoire et dont la perception. Bon, à partir du moment où je m'intéressais à cette question, étant expérimentaliste, je menais à part quasiment égale des travaux en laboratoire en créant des situations expérimentales qui étaient dérivées de situations sportives et qui nous permettent de comprendre comment on traite l'information, c'est-à-dire comment on se rappelle une information, comment on l'identifie, comment on va chercher en mémoire la réponse appropriée et comment on l'exécute. Et puis, parallèlement à cela, j'ai travaillé sur le terrain. Et sur le terrain, je travaillais sur des questions de perception visuelle. J'ai étudié la mémoire, moins que la perception visuelle d'ailleurs, tout simplement pour comprendre comment on traite plus rapidement l'information. J'ai tout le temps eu un pied dans le labo et un pied sur le terrain. Ma première recherche, je l'amène parce que j'entraîne une équipe, on fait un débriefing à la fin d'un match qui s'est mal passé, et bref, j'utilise des genres de questionnaires pour être capable de comprendre pour amener les athlètes à comprendre ce qu'ils ont fait. Et brusquement, à la suite de notre discussion, je me rends compte que finalement, il y a un problème de compréhension, il y a un problème de perception, et à partir de là, je monte tout un protocole expérimental, ce qui va devenir mon mémoire de maîtrise de psychologie. Mais le questionnement, il est né sur le terrain. Le questionnement n'est pas né dans un ouvrage de psycho. Et pour répondre à la question de terrain, j'ai été chercher dans la littérature en psychologie des procédures expérimentales qui étaient utilisées dans d'autres domaines, et notamment pour étudier la prise de décision chez les joueurs d'échecs qui jouent en jeu rapide. Vous savez, il y a deux formes de jeu. Il y a au moins le jeu dit rapide, où il faut faire les coups extrêmement rapidement, donc très très vite percevoir les configurations de jeu d'échecs et donner la réponse. Et donc,
ceux qui ont travaillé sur ces joueurs de jeux d'échecs ont mis en place des protocoles expérimentaux. Moi, je n'ai fait qu'importer ces protocoles expérimentaux pour en faire quelque chose dans le domaine du basket, puisque moi, mes joueurs d'échecs étaient des basketteurs et qui devaient analyser des situations de jeux d'échecs des jeux de situation de basket. Vous voyez, donc j'ai été en permanence un pied dans le labo et un pied sur le terrain. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient, cette espèce d'obscurantisme très français, dont on est enfin sorti, et ça c'est une très très bonne chose, que le parent pauvre de l'entraînement, qui était en gros le mental, a pris maintenant toute sa place, et que pour moi l'essentiel des avancées et les gains de performance que l'on aura, c'est précisément en allant au niveau du mental. Alors il y a le biais des neurosciences évidemment, ce que ça apporte. Il y a ce qu'apporte la réalité virtuelle à l'entraînement, c'est-à-dire toutes ces méthodologies qui n'existaient pas et qui permettent d'ouvrir des pistes, et nous en sommes, alors nous ne sommes pas au début, mais je pense que, le champ est absolument gigantesque. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Ripoll, c'était très intéressant. Au plaisir peut-être de vous reparler dans un autre cadre. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir, merci. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.